Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Je voudrais en premier lieu remercier Mariano de nous avoir invités, de nous avoir proposé de venir parler de l'apprentissage par problème. C'est un grand honneur pour nous, en tout cas pour moi personnellement, pour deux raisons. Parce que je pense que nous sommes dans notre institut, je vais vous le présenter en quelques mots juste après, nous sommes dans notre institut dans une démarche de réflexion pédagogique et de changement, en tout cas de réflexion sur les compétences, sur la création d'un nouveau référentiel de compétences, sur les compétences étudiants mais aussi les compétences professeurs. Et donc c'est avec grand intérêt que nous avons répondu positivement à l'invitation de Mariano. Deuxième intérêt plus personnel, c'est que je suis sociologue de formation. Je n'enseigne malheureusement pas dans une faculté de sociologie, mais cela reste quand même mon métier de base et ma formation de base. Donc le fait de venir parler à des sociologues est d'autant plus intéressant. Alors, je me propose de vous présenter tout d'abord l'institution de laquelle nous venons. Et effectivement, nous sommes assez impressionnés de recevoir une invitation de l'Université de Grenade, qui est un mastodonte par rapport à notre petit institut namurois, puisque l'ENAC, donc la Haute École namuroise catholique, est un petit institut qui regroupe 13 300 étudiants environ. Nous avons 4 départements, 2 départements de pédagogie, qui forment des enseignants dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Nous avons un département en travail social, donc qui forme des travailleurs sociaux pour travailler dans les institutions sociales. Un département en gestion des ressources humaines, dans lequel Marilène et moi-même nous enseignons, ainsi qu'en travail social. D'ailleurs, on a quelques cours dans les 2 sections. Et puis, il y a également un département paramédical qui forme des infirmiers, donc pour travailler essentiellement dans le secteur hospitalier. Voilà. Alors, ce qui est intéressant peut-être d'expliquer avant de démarrer, c'est qu'en Belgique, nous avons 2 systèmes d'enseignement supérieur. Donc, après l'enseignement secondaire, les étudiants ont le choix de se diriger vers l'une ou l'autre filière, soit la filière universitaire, l'enseignement universitaire qui concerne les études théoriques, donc la sociologie, les sciences politiques, les sciences sociales, la psychologie, les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, etc., avec un minimum d'années d'études de 4 ans jusqu'à 9, voire 11 ans pour la médecine avec les années de stage. Donc ça, c'est une filière. La deuxième filière, c'est ce que nous appelons les hautes écoles. Donc l'enseignement supérieur en hautes écoles, ce sont des écoles qui ont une vocation professionnalisante, c'est-à-dire que nous formons des étudiants qui ont le choix de se former plus directement à un métier. Alors nous sommes dans cette filière, donc nous formons à des métiers, ce qui veut dire que la grosse différence par rapport à l'université, c'est que dès la première année, nos étudiants ont la possibilité d'avoir de la pratique professionnelle et d'effectuer des stages dans un milieu de travail approprié. Première année, évidemment, un stage travail d'exécution uniquement, puisqu'ils n'ont pas les compétences pour pratiquer le métier. Donc, ils effectuent un stage surtout d'observation, de découverte d'un milieu de travail. Et puis, au fur et à mesure des années, les études durent 3 années. Donc, ils ont l'occasion d'approfondir certains champs du métier. Alors, après ces 3 années, les étudiants reçoivent un diplôme. Donc, ils sont diplômés infirmiers ou bien enseignants pour le secondaire, l'enseignement secondaire ou primaire, ou bien assistant social, travailleur social. Et après cela, ils peuvent soit aller sur le marché du travail, ou bien ils peuvent décider de continuer une filière universitaire. Ils entrent alors en 3e année d'université. Et ils font soit 4, voire 5 ans, tout dépend un petit peu du choix de la filière universitaire. C'est une formule intéressante parce que cela permet en 5 années d'obtenir 2 diplômes. Un diplôme professionnalisant dans une vocation et un diplôme plus théorique. Donc souvent, les étudiants ressentent après 3 ans, avec un peu plus de maturité, le besoin d'approfondir les études d'un point de vue théorique, d'avoir une approche plus analytique, plus conceptuelle de leur métier, et donc vont refaire 2 ou 3 ans à l'université. Alors c'est intéressant parce qu'ils sortent avec 2 diplômes qui leur permettent de jouer sur différentes qualifications lorsqu'ils cherchent un emploi. Ils peuvent au départ être engagés avec le diplôme de baccalauréat, donc de 3 années,
en étant moins payés au départ, et puis ils peuvent jouer sur leur diplôme de master, donc de 5 ou 6 années, lorsqu'il y a une promotion à obtenir, etc. Donc c'est assez intéressant comme formule. Pardon ? Ah, oui, je ne parle pas assez dans le micro. Voilà. Alors, ce que nous allons proposer de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter la pédagogie de l'apprentissage par problème. Ça ne marche pas. Ça marche comme ça? Oui? Ok. Voilà. Donc, nous proposons de travailler en 2 temps. Une première partie qui serait la présentation théorique de ce qu'est cette pédagogie. Et puis, dans un deuxième temps, comme Mariano l'a dit, nous allons travailler des cas pratiques, des problèmes, puisque c'est le but évidemment de cette pédagogie, c'est d'arriver au cœur de la problématique et éventuellement de vous montrer concrètement ce à quoi nous pouvons arriver dans le travail avec les étudiants. Ce que nous souhaitons également, c'est d'avoir des interventions et de pouvoir échanger. Nous sommes très intéressés d'avoir un feedback de votre part et de savoir un petit peu ce que vous allez penser de la méthode. Nous voudrions en tout cas avoir vos réactions. Donc n'hésitez pas à tout moment d'interrompre pour poser des questions, parce que je pense que c'est intéressant pour nous aussi de voir un petit peu comment on réagit par rapport à cela. Il y a des documents, ça c'est d'un point de vue concret, nous avons amené pas mal de documents, on vous expliquera au fur et à mesure en quoi ils consistent. Il y a notamment un dossier bibliographique. Bon, nous sommes venus en avion, donc on a fait que 10 exemplaires de chaque dossier, mais Mariano, je pense, va se charger de faire les copies. Et alors, vous aurez la copie en espagnol des dias, PowerPoint. Voilà. Alors, peut-être expliquer, donc voilà, on va travailler en 5 temps au niveau de l'exposé. Tout d'abord, une introduction où je vais expliquer un petit peu dans quel contexte nous avons entendu parler de l'apprentissage par problème et où est né notre intérêt par rapport à cette pédagogie. Mariano l'a déjà cité, c'était dans le cadre d'un projet d'échange avec le Canada. Je vais vous expliquer d'ailleurs qui étaient nos partenaires. Ensuite, l'origine de l'expérience est née d'une réflexion triple de notre part à l'Institut. Enfin, en tout cas, oui, c'est parti de notre Institut parce qu'on a une volonté de réfléchir sur de nouvelles pédagogies, parce qu'effectivement, nous constatons qu'il y a de nouveaux besoins en matière de formation, dus à l'évolution notamment du marché du travail et des nouveaux besoins sur le marché du travail. Nous avons constaté également des inconvénients liés à notre méthode traditionnelle d'enseignement, méthode qui est souvent située dans un auditoire avec un grand nombre d'étudiants, voire jusqu'à 150-200 étudiants par auditoire. Le professeur est face aux étudiants et débite son savoir à longueur d'heure et à longueur de cours, et les étudiants restent très passifs et très consommateurs de la matière. Ça nous pose vraiment question à l'heure actuelle. Et enfin, un constat lié au profil des étudiants eux-mêmes. Donc là, on se rend compte depuis une quinzaine d'années que le profil des étudiants évolue et donc nous devons changer nos pratiques. C'est vraiment important. Alors, dans un deuxième temps, nous allons aborder les principes de base de l'apprentissage par problème. Origine, définition, les composantes, les conditions qui sont requises. Ensuite, Marilène vous présentera le processus lui-même. Donc, comment allons-nous travailler concrètement avec les étudiants? Il y a un processus très structuré qui respecte des étapes et des composantes qui sont indispensables à respecter si l'on veut que cela fonctionne et que cela soit efficace au niveau des étudiants et de l'apprentissage. Alors, nous voudrions vous parler des effets de l'apprentissage par problème sur l'apprentissage des étudiants, sur les connaissances qu'ils vont acquérir et les savoirs et les compétences.
nous vivons cette expérience depuis 2 années maintenant, donc nous avons seulement un petit recul de 2 ans, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres universités qui, eux, fonctionnent, notamment le collège de Sherbrooke avec qui nous avons travaillé et qui nous ont formés, eux ont un recul de 12 ans maintenant, 12 années sur cette pédagogie, donc nous nous sommes évidemment inspirés de leur expérience. Nous avons une petite évaluation, nous avons effectué une évaluation cette année au niveau des professeurs qui ont participé à l'expérience et au niveau des étudiants. Donc nous avons un feedback des étudiants et nous voudrions vous présenter un petit peu les résultats en sachant que nous sommes assez mitigés. Donc Mariano a dit certaines universités pratiquent l'apprentissage par problème sur un cursus entier. Ce n'est pas le cas chez nous et je pense que nous sommes d'ailleurs persuadés que ce ne serait pas idéal. Ce ne serait pas idéal d'utiliser cette pédagogie à 100% dans tous les cours du programme en tout cas. Et on va vous expliquer un peu pourquoi. Enfin, la dernière partie de la présentation théorique, nous allons aborder le problème en lui-même, qui est évidemment l'élément central de la pédagogie et sur lequel nous allons devoir porter une attention toute particulière puisque si ce problème est mal construit, eh bien fatalement l'apprentissage ne va pas bien se passer. Tout ne va pas se dérouler comme prévu. Et comme le processus est très structuré, nous devons absolument respecter certaines règles pour construire le problème. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vous explique dans quel contexte nous avons travaillé. Dans le même cadre que Mariano, qui a été coordinateur d'un projet Canada-Europe par rapport au thème de la gérontagogie. C'est d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans maintenant, à Los Angeles d'abord et puis à Halifax l'année dernière. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait connaissance et discuté un petit peu pédagogie et en tout cas échanger nos intérêts par rapport à cela. Nous coordonnons un projet qui va se terminer malheureusement ici en décembre, un projet qui consistait à rassembler 10 universités, 5 universités québécoises, 5 universités canadiennes, pardon, donc le collège de Sherbrooke, le collège de Bois-de-Boulogne à Montréal, l'université de Moncton, l'Institut des sciences appliquées de Toronto et un collège de Saint John dans le New Brunswick. Alors pour l'Europe, il y avait 5 partenaires, l'université Ramon Llull de Barcelone, Senajoki, un institut polytechnique, un institut qui dépend de l'université de Lille, l'université de Wolverhampton et nous pour Namur. Alors, l'intérêt de ce projet, qui est très complexe parce que nous avons énormément d'objectifs à atteindre au niveau de ce projet, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles l'Union européenne a accepté de nous financer dans le cadre de ce projet, c'est qu'il était relativement complexe et unique en son genre, c'est qu'il regroupait des facultés interdisciplinaires. Donc nous n'avons pas travaillé avec des facultés qui regroupent les mêmes sciences que nous, ou les mêmes métiers, mais nous avons travaillé avec des disciplines différentes. Et nous regroupions notamment la discipline du travail social, la discipline des soins infirmiers, le laboratoire médical, la gestion des ressources humaines et des études en technique administrative. Alors, c'était déjà complexe au départ parce qu'il a fallu qu'on apprenne à se connaître. On n'avait pas les mêmes logiques de fonctionnement, on n'avait pas du tout les mêmes objectifs à atteindre. Ça ne marche plus. Oh, ça ne marche plus. Oui, ça marche ? Bon. On n'avait pas les mêmes objectifs au niveau de la formation des étudiants ou de nos référentiels de compétences. Le micro a un problème, je crois. Est-ce que tu peux m'asseoir parce que j'essaie de parler au micro. Parce que j'essaie de trouver un seul. Et il est ouvert ici ? Non. Ah, dans la cabine, ils entendent. Oui. Ok. Donc, 5 disciplines étaient regroupées dans ce projet. Un de nos objectifs, c'était de, bien sûr, se former à l'apprentissage par problème,
Le seul institut qui était spécialisé dans le domaine et qui pratiquait l'expérience depuis 10 ans, c'était le collège de Sherbrooke. Donc un des contrats dans le projet, c'était de former tous les professeurs qui étaient partie prenante dans le projet des 10 universités à cette nouvelle pédagogie. Un autre objectif de notre projet commun était l'ouverture sur l'interculturalité, c'est-à-dire que nous avons prévu un nombre assez important de mobilité d'étudiants, dans un sens, donc étudiants européens qui se sont rendus au Canada pour y suivre des cours, mais aussi pour y travailler, donc pour y effectuer des stages de pratique dans les organisations, soit des hôpitaux, soit des entreprises, soit des écoles, etc. Et les étudiants canadiens sont venus travailler chez nous en Europe. Donc il y avait dans notre objectif un objectif interculturel. Et ça, vous entendez? Oui, ça va. Ok, nous avons d'ailleurs mis au point, nous sommes en train de mettre au point un séminaire de préparation des étudiants qui vont partir à l'étranger. Donc chaque année, nous avons, comme vous, des mobilités d'étudiants dans le cadre Erasmus, Socrates, mais également dans le cadre d'autres projets en dehors de l'Europe. Et nous sommes en train d'écrire un séminaire interdisciplinaire, donc qui regroupe des étudiants de plusieurs disciplines, pour les préparer à partir à l'étranger. Donc l'idée n'est pas de les préparer concrètement à comment traverser la rue en Angleterre alors que les voitures roulent dans un autre sens. Enfin, c'est pas des choses très concrètes de ce type-là, mais c'est plutôt des changements de comportement. Donc quels sont les bons comportements interculturels à adopter lorsqu'on est à l'étranger? Comment vivre correctement un choc culturel? Comment réagir par rapport à certains incidents culturels, interculturels que je pourrais vivre à l'étranger, etc. Donc c'est relativement intéressant et toutes ces données ont été travaillées et préparées pendant le projet. Alors un autre objectif de ce projet était également l'enseignement virtuel à distance avec un logiciel qui était utilisé à Michener à Toronto, et nous avons donc utilisé ce logiciel pendant 3 ans pour travailler la pédagogie de l'apprentissage par problème à distance. Donc, nous avons, et ça on va l'expliquer par après dans la présentation, mais nous avons expérimenté la pédagogie de différentes manières. Nous l'avons expérimenté en présentiel, donc dans des classes, en présentiel avec les étudiants, mais nous l'avons également expérimenté en virtuel, avec à distance donc un professeur par exemple européen animant un groupe d'étudiants canadiens, ou inversement un professeur canadien animant un groupe d'étudiants européens, ou 2 professeurs européens mais d'universités différentes animant plusieurs groupes d'étudiants canadiens, etc. Enfin on a complexifié les choses puisqu'on avait des budgets offerts par l'Union européenne, donc on a eu la possibilité de faire pas mal d'expérimentations à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour le cadre du projet dans lequel est née cette expérience d'apprentissage par problème. Alors, comme je vous le disais dans la présentation du plan, parallèlement à ce projet Canada, qui nous a donné l'opportunité et les moyens surtout de faire des expérimentations concrètes, nous sommes dans une réflexion théorique au niveau de notre institut par rapport à la pédagogie, par rapport à la pédagogie de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, il y a un nouveau décret qui est sorti l'année dernière. Notre ministre de l'enseignement supérieur a décidé que la pédagogie enseignée dans les hautes écoles, donc pour des formations vocationnelles, professionnalisantes, devait être différente que la pédagogie menée à l'université. Alors là, bon, on n'est pas toujours d'accord, on est assez mitigé par rapport à son point de vue, n'empêche qu'elle a organisé maintenant des formations spécifiques pour les professeurs de l'enseignement supérieur. Alors, notre réflexion s'est faite en 3 temps. Tout d'abord, effectivement, on se rend compte qu'il y a de nouveaux besoins en matière de formation. Un premier constat, c'est que la quantité de savoir à maîtriser augmente et évolue sans cesse. Il suffit de voir, lorsque vous pianotez sur Internet, la masse d'informations qui est à notre disposition, qui est de plus en plus difficile à chercher, à classer, à quantifier,
je dirais, à mesurer aussi d'un point de vue qualitatif qu'est-ce qui est document de qualité, qu'est-ce qui est de moins bonne qualité, sur quoi peut-on se fier actuellement. Donc en tout cas, on se rend compte que pour les étudiants, le travail de recherche d'informations, de maîtrise des connaissances devient de plus en plus complexe. Deuxième constat, les procédures de travail et les contenus sont de plus en plus complexes aussi. C'est-à-dire que sur le marché du travail, lorsque vous voyez des annonces, des petites annonces pour le recrutement, lorsque vous entendez les exigences des employeurs, on se rend compte que les compétences requises pour être engagé sont de plus en plus complexes. Non seulement on va demander à un juriste, on va lui demander d'avoir des compétences techniques et professionnelles, mais actuellement, on va également lui demander de pouvoir travailler seul, de pouvoir travailler en équipe, de s'adapter à un milieu interculturel, de parler plusieurs langues, de travailler le soir et le week-end, de voyager, d'être flexible, etc., etc. Donc c'est vrai que les compétences deviennent de plus en plus exigeantes et complexes. Cela demande un autre mode de formation de nos étudiants. Troisième constat, la responsabilité individuelle des étudiants est plus engagée. Parce qu'une compétence essentielle que les employeurs demandent actuellement, c'est la compétence de vision critique du professionnel. Donc on ne demande plus au professionnel d'être un bon exécutant et de bien faire son travail, mais on lui demande de réagir sur ce travail et d'être critique par rapport à l'approche du contenu de travail et par rapport à un travail en équipe notamment. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus imaginer actuellement d'enseigner à des étudiants à sens unique avec un professeur derrière son bureau qui va asséner, qui va arroser les étudiants de savoir et des étudiants qui prennent des notes de façon très scolaire sans jamais réagir. Bon, c'est pas possible. C'est plus possible à l'heure actuelle. Donc, ce que l'on demande de plus en plus, c'est une responsabilité individuelle de l'étudiant. On lui demande de s'engager dans sa formation en vue de se former pour sa profession future. Autre